Des frappes aériennes israéliennes sur une centaine de sites en Iran. Et en représailles, plus de 100 drones iraniens qui prennent la direction d'Israël. L'affrontement direct Israël-Iran a changé d'ampleur ce vendredi 13 juin. Frappe entre Israël et l'Iran, une nuit de riposte iranienne autour de Tel Aviv et Jérusalem. L'escalade militaire entre Israël et l'Iran entre dans son deuxième jour. Après une attaque aérienne massive menée par Israël dans la nuit de jeudi 12 à vendredi 13 juin, visant des installations nucléaires et militaires sur le sol iranien, Téhéran a lancé plusieurs salves de missiles en riposte. L'objectif, saturer le dôme de fer. Des sirènes d'alerte ont alors retenti dans tout Israël, y compris à Tel Aviv et à Jérusalem, poussant les habitants à se précipiter dans des abris, tandis que des vagues successives de missiles iraniens traversaient le ciel et que des intercepteurs israéliens tentaient de les bloquer. D'après Benyamin Netanyahou, l'opération doit durer de nombreux jours. Les bilans restent très flous, mais la question se pose clairement ce matin. Le pire peut-il encore être évité au Moyen-Orient ? Cette nuit et encore il y a quelques minutes, les tirs de missiles se sont poursuivis entre Israël et l'Iran. Très loin des appels à la désescalade de l'ONU, selon un média d'État, 2 généraux iraniens ont été tués. Kylian Chapuis. Quelques heures seulement après les premières frappes d'Israël, l'Iran riposte. Des dizaines de missiles tirés cette nuit. Le guide suprême iranien réagit. Le régime sioniste a commis une grave erreur. Nos forces armées sont prêtes et les responsables du pays, ainsi que toutes les composantes du peuple, les soutiennent fermement. L'Iran affirme détenir une importante quantité de documents confidentiels sur le nucléaire israélien. C'est un coup dur. Le ministre iranien du renseignement a annoncé dimanche que l'Iran avait mis la main sur un vaste ensemble de données très sensibles liées aux installations nucléaires d'Israël. Selon lui, cette avancée devrait considérablement augmenter les capacités offensives de l'Iran. D'après Khatib, cette opération qualifiée de vaste et sophistiquée a été réalisé au sein même des territoires occupés et visait à rapatrier vers l'Iran des renseignements de haute valeur stratégique, scientifique et militaire. Donc par rapport à ça, Trump s'est fâché, il a boudi, il s'est énervé. Combien de fois alors les autorités israéliennes? Jusqu'à c'est Trump qui veut même initier des punitions, et bien évidemment en suivant les ordres des gars d'Israël. Bref, Khatib a rajouté que les méthodes ayant permis cette infiltration restaient encore confidentielles pour l'instant, mais que certains éléments seraient divulgués très prochainement. Ces documents ont été récupérés grâce à des informateurs présents sur le terrain et ont par la suite été acheminés vers l'Iran dans la plus grande discrétion. Donc, ces fuites d'informations indiquent qu'il y a une partie qui pourrait être rendue publique dans les jours à venir. On sera au taquet pour guetter ce qu'ils vont décider de divulguer. Cette fuite d'informations représente l'un des revers sécuritaires les plus graves subis par Israël ces dernières années. L'un de leurs plus gros échecs sécuritaires. L'opération, bien que menée il y a quelque temps, a exigé une discrétion absolue, notamment à raison de la quantité importante d'informations à analyser et la nécessité des transferts en toute sécurité jusqu'à des zones protégées en Iran. Ces mêmes sources ont précisé que les documents comprenaient également des photos et des vidéos et que leur traitement nécessitait un délai conséquent, massif, énorme. Des informateurs ont aussi avoué que l'arrestation de colons israéliens suspectés d'avoir fourni des renseignements à l'Iran n'avait eu lieu qu'après que les données sensibles aient été mises en sécurité et hors du territoire palestinien occupé. Aucun détail n'a encore été révélé sur le contenu exact, mais c'est confirmé que des milliers de fichiers, images et vidéos ont été récupérés. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? C'est ce qu'on attend. Ces éléments porteraient notamment, ce sont les premières hypothèses, sur des projets liés à des sites clés, dont le centre nucléaire du Negev, situé à Dimona. Cette annonce intervient dans un contexte tendu, moins de 3 semaines après que les autorités israéliennes aient fait état de l'arrestation de 2 individus accusés d'activités d'espionnage au profit de l'Iran. Petite pause. Avant de poursuivre la vidéo, abonnez-vous. Je publie quotidiennement des vidéos qui varient. Actualité, géopolitique, histoire, interview, react et analyse. Dans certaines vidéos, on rigole, dans d'autres, le ton est beaucoup plus sérieux, mais on apprend toujours quelque chose. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer des sujets qui vous intéressent. Aussi, pour ceux qui veulent du contenu supplémentaire ou encore soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre. Il y a 2 forfaits, celui de 2,99 € et celui qui coûte moins de 10 €. À cette participation, vous avez droit
droit à des vidéos hebdomadaires et à l'accès au groupe Telegram où on échange. Groupe où je partage également des informations qui ne peuvent être publiées. Dans le groupe Telegram, il y a plus de 200 vidéos qui n'existent pas sur la chaîne et nulle part ailleurs et qui traitent de sujets divers et variés, toujours pour en apprendre plus. Voilà, c'est dit, revenons au sujet. D'après un communiqué conjoint de la police israélienne et du Shin Bet, qui a été diffusé le 20 mai, Roy Mizrahi et Almog Atias, deux jeunes hommes âgés de 25 ans et originaires de Necher, ont été interpellés en fin avril 2025. Et ils sont soupçonnés d'avoir effectué des missions de renseignement pour Téhéran, donc pour l'Iran. On ignore toutefois si ces suspects ont directement participé à l'opération de transfert de documents. Ça, ils n'ont absolument pas d'informations. On essaie juste de relier certains points. Le gouvernement israélien a refusé de communiquer sur les détails de l'affaire, invoquant des impératifs sécuritaires, bien sûr. Un article du journaliste Yossi Melman, publié en février dans The Economics, avec le titre « Pourquoi de plus en plus de juifs israéliens espionnent pour l'Iran ?» fournit un éclairage troublant sur le phénomène parce qu'il met en lumière une hausse notable du nombre d'Israéliens qui collaborent secrètement avec les services secrets iraniens. Selon le Shin Bet, 39 citoyens israéliens auraient été arrêtés en 2024 pour espionnage présumé au profit de Téhéran. Mais d'après une source sécuritaire interne, ce chiffre ne représente qu'une infime partie du total en réalité. Parce qu'il y a un état de centaines de personnes qui ont potentiellement été recrutées depuis 2022. Tous ces agents présumés, contactés via les réseaux sociaux ou alors recrutés pendant des voyages, proviennent des milieux très divers, juifs ou encore arabes, pratiquants ou non, jeunes, âgés, hommes, femmes, vraiment tout genre. Et l'article ne s'arrête pas là parce qu'il souligne que l'État israélien s'est longtemps vanté de la solidité de sa défense en matière de contre-espionnage, n'est-ce pas? Donc, cette robustesse aurait jusque-là empêché les États arabes d'infiltrer durablement la société israélienne. Toutefois, la manipulation récente de ces affaires trahit une fissuration, une cassure dans cette barrière sécuritaire. Et il y a plein d'analystes qui sont en train de voir en fait le signe d'une société coloniale en pleine implosion, confrontée à une perte d'unité identitaire, et tout ça est exacerbé, amplifié par les violences actuelles à Gaza. Il faut agir rapidement pour décourager toute collaboration avec nos ennemis les plus acharnés, sous peine de voir ce phénomène se généraliser à l'échelle nationale. Ça, c'est ce qu'a averti un ancien responsable du Shin Bet, cité par Melman dans son article. Ah oui, depuis je dis Shin Bet là, le Shin Bet en fait, que je fais référence depuis tout à l'heure, c'est les services de sécurité intérieur d'Israël. Voilà. Dans chaque fois que j'ai dit Shin Bet, c'est les services de sécurité intérieure d'Israël, tout simplement. Donc, même si le contenu exact des informations qui ont fuité demeure incertain et confidentiel, certains indicateurs livrés par les autorités de l'Iran permettent de dresser comme ça les grandes lignes de ce que pourraient figurer en fait les informations qu'ils ont pu recueillir. Le ministre du renseignement d'Iran, Esmail Khatib, a donc affirmé que ces documents sont liés aux infrastructures nucléaires d'Israël. Ce qui est une référence implicite mais assez claire de la centrale de Dimona, aussi appelée centrale nucléaire du Negev. Située dans le désert qui porte le même nom, cette installation est largement considérée comme le pilier du programme d'armement nucléaire israélien. L'État hébreu n'ayant jamais reconnu officiellement, et surtout l'État hébreu n'étant pas signataire du traité de non-prolifération, en abrégé TNP, l'Agence internationale de l'énergie atomique n'a jamais pu inspecter ce site. Donc, il se contentait de croire Israël sur parole, ce qui n'a aucun sens. Depuis plusieurs années, l'Iran et plusieurs pays de la région, tous membres du traité de non-prolifération, réclament à l'ONU que Tel Aviv soit contrainte d'intégrer ce cadre juridique et de se soumettre aux contrôles internationaux pour éviter le désordre. Dimona abriterait donc un réacteur nucléaire fourni par la France dans les années 1950, utilisé pour pouvoir produire du plutonium de qualité militaire. En 1986, l'ancien technicien Mordechai Vanunu avait déjà révélé, preuve à l'appui, l'existence d'un programme nucléaire secret en Israël, publiant notamment des images montrant les composantes des bombes. Les fichiers qui ont récemment été récupérés par l'Iran pourraient donc approfondir ces révélations. Ils pourraient contenir des détails sur les infrastructures souterraines de Dimona, ses aménagements récents et les caractéristiques des installations, ainsi que des données techniques qui seront extrêmement précises. Ces informations seraient précieuses non seulement pour l'Iran, mais aussi pour d'autres États de la région et pour d'autres instances comme l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Parce que vous vous rappelez, ils n'ont jamais pu faire les vérifications eux-mêmes. Selon Khatib, ces documents vont également améliorer la capacité militaire de l'Iran, ce qui suggère la présence d'informations exploitables militairement, par exemple sur les bases stratégiques à frapper en cas de conflit, qu'ils pourront frapper par des missiles ou encore par des drones. Il pourrait aussi dévoiler des éléments sur le potentiel offensif d'Israël et peut-être même contenir des informations sur les épisodes troubles, comme celui de l'explosion dite de Vela en 1979 dans l'océan Indien, soupçonné par certains analystes d'être un test nucléaire israélien non déclaré. Ce qui est sûr, c'est que la diffusion de ces documents pourrait bien compromettre la stratégie israélienne d'ambiguïté nucléaire, c'est-à-dire cette politique qui consiste à ne jamais confirmer ni infirmer la position de l'arme atomique et que le pays applique depuis les années 1960. Ils sont toujours là, une sorte de programme atomique de Schrödinger. Ça à la fois existant et inexistant. Le programme nucléaire israélien a vu le jour dans le plus grand des secrets en 1952 avec l'appui technique décisif de la France et des États-Unis. Deux pays qui paradoxalement aujourd'hui sont parmi les plus virulents à l'égard du programme nucléaire civil iranien et de tout autre pays en fait qui le veut, qui le souhaite. Selon plusieurs sources, Israël aurait mis au point ses premières armes nucléaires vers 1967, voire 1968. Et dès ce moment-là, la cadence de production se serait accélérée à l'abri de toute surveillance extérieure, extrêmement discret, secret. Et le premier qui a brisé le silence dessus, c'est le Mordechai Vanunu, dont j'ai parlé là, qui a fait les révélations explosives en 1966 et ça lui a valu une condamnation à 18 ans de prison pour trahison à la nation. En 2013, l'ancien député israélien, qui s'appelait Avraham Burke, a reconnu publiquement que son pays possédait bien des armes nucléaires et chimiques. Il a qualifié cette politique de flou stratégique, d'Israël anarchique et infantile, ce qui lui a attiré des violences, des critiques et des poursuites judiciaires. La France et les États-Unis sont les artisans majeurs de ce projet. La France a livré du plutonium dans les années 1960, tandis que les États-Unis ont complété toute la logistique stratégique durant la fin des années 60 toujours. En 1968, le directeur de la CIA, Richard Helms, avait déjà informé le président Lyndon Johnson à l'époque qu'Israël était parvenu à fabriquer des ogives nucléaires. Un an plus tard, c'est-à-dire en 1969, le président Nixon et la première ministre israélienne Golda Meir ont conclu un accord officieux qui exemptait Israël de toute obligation de signer le traité de non-prolifération pourtant fraîchement mis en place. Les autres pays ont signé, Israël ne l'a pas fait. À ce jour, Israël n'a toujours pas adhéré à ce traité et refuse catégoriquement les inspections de l'AIEA. Et dans le même temps, Tel Aviv a multiplié ces derniers mois les menaces contre les sites nucléaires iraniens, pourtant strictement civils et placés sous le contrôle rigoureux de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Maintenant, avec l'Iran qui possède désormais des documents hautement confidentiels sur le programme nucléaire israélien, les équilibres pourraient basculer. C'est encore hypothétique. Les secrets les mieux gardés de l'État hébreu, de l'État profond hébreu, sont menacés d'être exposés au grand jour. Ce qui pourrait marquer donc un tournant dans l'équation stratégique régionale. Et c'est quelques heures après cet événement que Israël accélère les nerfs contre l'Iran. Là maintenant, vous comprenez pourquoi. Vous comprenez tous les enjeux qu'il y a derrière cette fuite massive de données israéliennes qui est arrivée en Iran. Une opération d'espionnage comme on en voit dans les films, extraordinairement bien organisée, dans un secret le plus total, opaque, avec une telle maîtrise du sujet. Et Israël est en panique, Israël stresse. Ils ne savent pas comment est-ce que ces informations vont être exploitées. Et l'Iran n'a pas tardé à montrer ce qui est capable d'être fait avec. Je voulais quand même qu'on écoute une réflexion de Nathalie Yamb au sujet de tout ça là, au sujet de l'Iran. Alors, elle a écrit ceci. L'attitude attentiste de l'Iran, c'est-à-dire l'attitude qui consiste à attendre de l'Iran, qui a regardé Israël attaquer la Palestine, le Liban, la Syrie sans réagir, lui pète actuellement à la figure. Aujourd'hui, son tour est venu. Le chef d'état-major, le chef du corps des gardiens de la révolution, des scientifiques du programme nucléaire iranien ont été éliminés. Des bases et des villes ont été bombardées. Voilà. L'Iran a été largement infiltré par la CIA et le Mossad. Le Mossad, ce sont les services secrets d'Israël. Au début du conflit otano-russien en Ukraine, Poutine s'est retrouvé devant la même problématique. Le constat que la 5e colonne était encore bien présente dans l'État et l'armée russe. Il a dû prendre le temps de mettre les ennemis intérieurs en minorité hors d'état de nuire. Ce qui explique en partie la mollesse de la réponse russe de mars à fin 2022. Mais alors que Poutine a réagi,
les ayatollahs sont restés contemplatifs, malgré l'évidence d'une infiltration du pays depuis des années. Aujourd'hui, deux options s'offrent à eux. Se soumettre au diktat de l'hégémonie américano-israélienne et démanteler leur installation nucléaire, ou alors écraser rapidement l'État sioniste sous les bombes. Ce n'est pas le bavardage inutile des comptes du régime sur X qui leur fera gagner la guerre. À l'heure où la force a remplacé le droit, vouloir faire dans la retenue et le dilatoire dans dealer est une faiblesse. J'espère que les chefs d'État de l'AES retiennent la leçon. Bien sûr, parce que toujours essayer de ramener les sujets à nous et à nos problématiques. Parce que tout ça, on le vit aussi. Elle le dit pourquoi? Parce que en représailles, il y a Donald Trump maintenant qui a brandi la menace de frappe aérienne contre l'Iran. Et sur quel motif? C'est que l'Iran poursuit normalement ses activités parfaitement légales dans le cadre de ses engagements internationaux. Cette posture soulève donc une contradiction flagrante. L'enrichissement de l'uranium par l'Iran est explicitement autorisé par le traité de non-prolifération nucléaire, ce que Téhéran a signé et a ratifié. Ce traité accorde à tous les États signataires, y compris l'Iran, un droit inaliénable à la recherche, à la production et à l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Ce droit inclut clairement l'enrichissement d'uranium, non? Tant que cela est fait sous supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, c'est ce que l'Iran est en train de faire et Trump se fâche. Trump dit à l'Iran d'arrêter. C'est pour ça que Nathalie Yam le disait. Donc, soit actuellement l'Iran les écoute et arrête, soit il décide de foncer. Mais il n'y aura pas de demi-mesure, il n'y aura pas de deal, il n'y aura pas de négociation. Si Trump s'oppose à ce droit, c'est soit parce qu'il ignore un traité international, c'est très probable, soit parce qu'il estime que cette disposition ne devrait pas s'appliquer à l'Iran. Ce qui revient à la même chose. Pourtant, les traités internationaux sont des engagements juridiquement contraignants, signés entre États souverains et régis par le droit international. Aucun chef d'État, pas même un président des États-Unis, ne peut unilatéralement en modifier les termes, jusqu'à ce qu'on comprenne que ce sont leurs institutions. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donald Trump s'est réapproprié le dossier du nucléaire iranien, prenant d'ailleurs un peu tout le monde par surprise et en annonçant que des pourparlers étaient effectivement en cours et que, pour reprendre la formule favorite du président américain, nous étions très proches d'un deal historique et formidable. Il s'agissait alors même de rétablir des relations commerciales entre l'Iran et les États-Unis. Et au regard de la relation diplomatique entre les deux pays ces dernières années, et globalement depuis 1979, cela paraissait globalement au moins anachronique, sinon parfaitement lunaire. Sachant que dans les annonces formulées par le département d'État, on retrouve quand même en filigrane quelques points essentiels qui figuraient déjà dans l'accord de 2015. Le même accord de 2015 qu'avait dénoncé brutalement Donald Trump durant son premier mandat, vous vous en souvenez également. Alors maintenant, pour ce qui est du contenu des négociations, il ne s'agit pas aujourd'hui formellement d'un retour au JCPOA, mais beaucoup plus concrètement, et j'ai envie de dire beaucoup plus militairement, du rétablissement d'un dialogue préventif en quelque sorte, visant à éviter non plus seulement l'escalade nucléaire, mais bel et bien l'escalade militaire, tout simplement, dans un contexte où une frappe ou une succession de frappes israéliennes sur les infrastructures nucléaires de l'Iran se traduirait de facto par une riposte iranienne, non pas seulement, vous l'avez dit, sur Israël, mais également sur les sites américains dans la région. Entendez par là essentiellement des bases militaires ou même des emprises diplomatiques américaines en Irak, en Syrie ou encore au Bahreïn, par exemple. C'est en tout cas ce que promettent les Iraniens. On le sait, puisque dans le discours des mollahs, Israël et les États-Unis ne sont qu'un seul et même mal responsable du chaos généralisé et régional, en tout cas, je cite évidemment. Ensuite, pour ce qui est du cadre strict, on sait que Oman fait ici office d'intermédiaire neutre en quelque sorte, ce qui là aussi nous rappelle immanquablement les accords de 2015. On ne peut donc pas s'empêcher de penser que dans ce dossier, tout le monde a un peu perdu 10 ans pour en revenir au point de départ. Rappelons qu'un dialogue devait se tenir, c'est vrai, ce dimanche à Oman, et que les frappes ont donc commencé avant que ne débutent ces pourparlers. Des pourparlers dont il n'est évidemment plus question pour Téhéran, même si Donald Trump continue à les appeler de ses vœux. Et Donald Trump de conclure que
l'Iran a été frappé durement, effectivement, mais que ce n'est concrètement que le début des opérations. Alors, un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, l'enthousiasme à peine dissimulé du président américain est largement tempéré par le département d'État qui garde le cap et réaffirme que les États-Unis n'ont pas du tout été impliqués dans l'opération et que tout au plus, l'administration américaine est informée par les autorités israéliennes en temps réel. Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, ajoute une mise en garde à Téhéran qui l'encourage à ne pas frapper les intérêts américains dans la région. Comprenez par là, si l'Iran ne veut pas voir les États-Unis intervenir à leur tour, une intervention américaine reste néanmoins une hypothèse. Elle est d'ailleurs ouvertement appelée de ses voeux par le gouvernement israélien. Une fois signé, un traité ne peut être annulé ni par décret ni par caprice politique. Trump n'a donc aucune autorité légale pour pouvoir interdire à l'Iran ce que le traité de non-prolifération lui permet de faire. Donc, théoriquement, il n'en a pas le pouvoir, mais est-ce que factuellement, c'est-à-dire dans les faits, il n'en a pas aussi le pouvoir? Voilà Trump qui passe son temps tous les jours à sanctionner la Cour pénale internationale, non? Parce que ce genre d'organisation est configuré pour eux. C'est juste un semblant de simulacre d'internationalité. C'est uniquement fait pour eux, pour servir leurs intérêts. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait qui a demandé ce service-là. C'est donc à ce genre de manœuvre que se livre l'administration Trump et ses alliés d'Israël. C'est-à-dire discréditer les activités nucléaires de l'Iran, pourtant parfaitement légales. Ils sont en train actuellement de ressortir de vieux dossiers qui remontent à 2003, une période pendant laquelle l'Iran avait reconnu avoir mené certains travaux liés à un programme militaire. Ils ont reconnu pourquoi. Voilà Israël qui jusqu'à présent nie. L'Iran avait reconnu pourquoi. Qui leur dit même que contre les Occidentaux, la vérité marche? Vraiment, ça ne fonctionne pas comme ça. Bref, le truc, c'est que le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique ne suggère en rien qu'il y a aujourd'hui des activités illicites, ni que l'Iran cherche à détourner du matériel nucléaire, ni même le fait qu'un programme d'armement soit en cours. Rien de tout cela. Les faits évoqués datent de plus de 20 ans. Beaucoup trouvent ça ridicule, mais on reconnaît tous les méthodes. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'un pays riche en pétrole comme l'Iran a besoin de l'énergie nucléaire? Bon, c'est parce que c'est une énergie, hein. Une partie importante de l'électricité de l'Iran provient de la centrale de Bushehr. Et la centrale fonctionne avec de l'uranium faiblement enrichi, ce qui permet au pays de réduire sa dépendance au pétrole et au gaz pour pouvoir produire de l'électricité. La technologie nucléaire iranienne est également utilisée dans le secteur médical pour pouvoir produire des radioisotopes utilisés dans le diagnostic et le traitement du cancer. Selon les autorités, cet isotope bénéficie chaque année à plus d'1 million de patients. Et enfin, l'Iran se sert de l'énergie nucléaire dans divers domaines, l'industrie, l'agriculture, la gestion de l'eau, la recherche scientifique, la médecine, le développement de technologies, vraiment plein de domaines. Il faut rappeler qu'aucun État n'accepterait de signer de base un traité de non-prolifération si cela signifiait qu'ils vont renoncer à l'utilisation civile et pacifique du nucléaire. Parce que ça ne servira à rien d'adhérer à ça, on est d'accord. Les Américains sont juste fâchés que l'Iran ait pu récupérer un certain nombre d'informations secrètes et que l'Iran n'obéisse pas. En gros, c'est ça. Donc, le fait qu'ils ont ces informations-là d'Israël a énervé les Israélites. Et ça a aussi énervé les États-Unis. Donc, quand on couple à ça les tensions de ces dernières années, de ces derniers mois, en tout cas, face aux intimidations venues de Washington, l'Iran n'a pas cédé, n'a pas courbé les chines. De toute façon, il n'y a rien de pertinent, il n'y a rien à gagner à se mettre à genoux. Personne n'a gagné le respect en se mettant à genoux face aux autres. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.